Alors les gars, on est tous d'accord que là, Ibrahim Lassonde a mis le paquet. Que le Ibrahim Lassonde d'hier n'est pas le Ibrahim Lassonde d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est petit à petit que l'oiseau a fini par faire son nid. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lassonde alias Papa Congosa. Je suis là aujourd'hui avec une histoire qui va complètement vous glacer le sang. Je suis là aujourd'hui avec une histoire qui va littéralement vous révolter. Le 6 janvier 2021, la famille Djorogué et leurs ouvriers maçons sont découverts massacrés à leur domicile familial. Chose curieuse, personne n'a rien entendu, rien vu, aucun bruit, aucun cri lors d'une attaque mortelle, ce qui va drastiquement compliquer l'affaire. Mais ne vous inquiétez pas, les enquêteurs en charge de cette affaire vont découvrir des pistes de ce qui semble être un polar classique. Ne me demandez pas c'est quoi un polar classique. Sans plus tarder, laissons place à la vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vraie vidéo d'enquête. Je vous assure que cette vidéo m'a pris 2 longues semaines de recherche. J'ai lu article après article pour être sûr de ne rien oublier. Et pour vous dire vrai, cette histoire, ce massacre dont a été victime la famille Djorogué va vous mettre un boom dans le cœur, une claque en plein visage. J'espère que vous êtes confortablement assis de là où vous êtes et que vous avez quelque chose à grignoter ou à boire. Et si c'est déjà le cas, je vous invite à découvrir la terrible histoire de la famille Djorogué. La famille Djorogué Warungue avant ce terrible massacre était composée de Nicolas Djorogué Warungue, le père de famille qui a 55 ans et travaille comme infirmier aux États-Unis. Il était revenu au pays en décembre 2020 pour les fêtes de fin d'année. Anne Wanjiku Djorogué, la mère, a 56 ans et est également infirmière psychiatrique à l'hôpital de Wanjige. Le couple avait pris à sa charge Maswell Djenga Wanjo, 16 ans, qui est le fils du grand frère de Anne. Le couple était parent de 4 magnifiques enfants dont le petit dernier Christian Djenga Djorogué, 14 ans, de 2 magnifiques filles, Grace et Joyce Djorogué. Ils vivent dans le petit village de Kiamba, l'une des 12 circonscriptions du comté de Kiambu, l'ancienne province centrale du Kenya, dans une très grande et belle concession. Ça se voit à l'œil nu que cette famille n'a rien à envier aux autres familles du village. Le couple est également parent de Lawrence Simon Warungue, 22 ans, lors des faits, qui s'entend très mal avec sa famille. Les différends entre lui et sa famille sont si profonde au point où il avait signalé ses parents lors d'un incident précédent. Pourtant petit, Lawrence était plutôt un garçon doux, gentil, attentionné, incapable de faire du mal à une mouche, encore moins à une personne. Petit même, il était très proche de ses parents qui l'ont toujours câliné, qui l'ont toujours gâté dans le bon sens et qui l'ont toujours aussi inscrit dans les meilleurs établissements. Mais puisqu'il y a toujours un mais à toute histoire, Lawrence a commencé à changer, a drastiquement changé même lorsqu'il a rejoint l'université. Lawrence voulait désormais vivre selon ses propres convictions, ce qui le poussait très souvent à prendre des décisions peu judiciables pour lui et qui impactaient même les autres. Tout commence dans la soirée du mardi 5 janvier 2021, lorsque Steve Jeyu, James Kinandui et d'autres ouvriers viennent de finir leur travail d'ouvrier maçon dans l'immense concession de la famille Djorogué, où ils sont en train de construire une nouvelle maison pour la famille. Après cette dure journée, James, très fatigué, décide de rentrer se reposer à la maison. Je voulais plutôt dire dans leur appartement, parce que Nicolas avait donné à chaque employé un appartement où se reposer après le travail. Et dans chaque appartement vivaient 2 ouvriers en fait. Et donc James vivait avec Steve. Et son collègue quant à lui, c'est-à-dire Steve quant à lui, décide après cette dure journée d'aller au centre commercial Karura pour se détendre. Aux environs de 21h, Steve se met en route pour la maison. Comme je vous ai dit tantôt, maison où il logeait avec James en attendant de finir les travaux dans l'immense concession de la famille Djorogué et de rejoindre leur véritable maison avec leur famille. Et lorsqu'il arrive à la maison, 2 choses
retiennent principalement son attention. La première, qu'un des rideaux accrochés à la porte d'entrée est taché de sang. Et la deuxième, que toutes les lumières de la maison sont allumées. James se serait-il blessé derrière lui? Et même si c'était le cas, pourquoi avoir décidé d'essuyer son sang sur l'un des rideaux de la porte d'entrée? Et depuis quand est-ce que James dort avec toutes les lumières en fait? Après ces multiples interrogations, Steve décide finalement d'entrer dans la maison et à l'intérieur, il va découvrir une scène d'horreur. Son collègue et ami James Kinonjui gît dans une mare de sang sur un matelas dans l'une des pièces. Steve est là convaincu qu'il s'agit d'un meurtre. Jamais James n'a présenté des signes de dépression, encore moins de tendance suicidaire. Il a peur que le meurtrier soit toujours dans les parages et décide de revenir sur ses traces, ou bien même décide de revenir pour lui. Steve va immédiatement sortir son portable et appeler son employeur qui est l'oncle de Nicolas et lui raconter dans les moindres détails la scène d'horreur qu'il vient de découvrir. Et pour ceux qui vont se poser la question, pourquoi l'oncle de Nicolas et pourquoi pas directement Nicolas? Tout simplement parce que j'ai dit en début de vidéo que Nicolas vivait aux États-Unis. Donc, impossible de superviser les travaux de sa nouvelle maison à distance. Pour cela, il avait confié toutes les tâches, toutes les dépenses à son oncle. Quelques heures après l'appel de Steve, l'oncle est arrivé avec la police sur les lieux du crime. Et après un constat et une rapide autopsie, la thèse de Steve sera confirmée et en plus, il sera révélé que le corps de James présente un traumatisme contondant. C'est-à-dire que James a d'abord été frappé derrière la tête avec un objet contondant. Et en plus d'un traumatisme contondant, le corps de James présente des déchirures infligées par un couteau. Et il a pour finir la gorge tranchée. James a souffert le martyre entre les mains de son assassin. Cependant, avant de partir, la police va tout de même aller frapper à la porte des Jorogué, puisque ceux-ci vivent à quelques mètres de la scène de crime. Mais lorsqu'ils arrivent et toquent, personne ne va répondre ni même venir les ouvrir. Sans doute pressés de rentrer se reposer eux aussi, ils vont conclure que la famille Jorogué dort déjà et qu'il n'y a pas lieu de les réveiller à cause d'une toute petite histoire de meurtre. Erreur monumentale. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire cela. Ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire venir chercher le corps, l'amener à la morgue et par la suite ouvrir une enquête qu'ils allaient mener seulement le jour levé. L'oncle de Nicolas, arrivé chez lui, va passer la nuit à tenter de joindre son neveu au téléphone pour lui demander s'ils vont bien, pour aussi lui demander s'ils ont entendu ou vu quelque chose en fait. Le téléphone de Nicolas semble ne pas fonctionner cette nuit. Il va donc essayer celui de Anne, mais c'est la même chose. Aucune réponse. Aucun téléphone même des Jorogué ne passe cette nuit-là. Il va se dire, il se fait tard. Je ne peux retourner à cet endroit tout seul aussi tard dans la nuit. Et donc, je vais me coucher et très tôt le matin, j'irai chez lui voir ce qui se passe. Le mercredi 6 janvier 2021, c'est-à-dire le lendemain de cette macabre découverte, c'est-à-dire le lendemain de la découverte du corps de James Kinonjui, l'oncle de Nicolas et certains membres de la famille vont se rendre au domicile des Jorogué pour tenter d'avoir des réponses à leurs questions. Mais quand ils arrivent, ils constatent que le portail principal à 7 heures de la matinée est toujours fermé et en plus fermé de l'intérieur. Chose bizarre et très inquiétante. Ils vont tout de même sonner, mais personne ne va venir les ouvrir. Ils vont une fois de plus essayer les portables des Jorogué et toujours rien. Aucun portable ne semble fonctionner depuis cette découverte-là. Il n'a été spécifié nulle part, ou du moins, aucun des articles que j'ai pu lire concernant cette affaire n'a spécifié comment cette famille a fait pour se retrouver à l'intérieur de la maison. Du moins pour se retrouver à l'intérieur de la concession. Mais dans la concession, ils vont découvrir une scène d'horreur. Ils vont découvrir un véritable massacre. Nicolas Jorogué Warungue est allongé sur le dos au pas de la porte d'entrée dans une mare de sang. Il est mort massacré. Il y a du sang et des éclaboussures de sang partout, sur le sol et sur les murs, signe de l'immense brutalité qui lui a été infligée. Un membre de la famille présent sur les lieux alertera immédiatement le bureau du commissaire Wilson Wanyanga. Et les enquêteurs qui arriveront sur les lieux révéleront que Nicolas a les 2 pieds cassés, peut-être dû à une violente chute, que Nicolas a également la gorge tranchée et qu'en plus d'avoir les pieds cassés, la gorge tranchée, Nicolas a plus de 34 coups de couteau sur le front, à l'arrière de la tête et tout au long de son corps. Comme je vous ai tantôt
dit, Nicolas a beaucoup souffert entre les mains de celui qui lui a fait ça. Dans la cuisine, Anne Jorogue les attend également avec la gorge tranchée, les bras cassés, signe de légitime défense, le crâne brisé à l'aide d'un objet contondant et pour finir, plusieurs coups de couteau presque aux mêmes endroits que ceux de son mari. Dans la fouille, les enquêteurs retrouveront dans l'une des chambres le corps sans vie de Maxwell qui a aussi la gorge tranchée en plus de 4 coups de couteau derrière la tête et une vingtaine à la poitrine. Maintenant, dans la chambre à coucher des garçons, Christian est retrouvé sur son lit la gorge tranchée en plus de 15 coups de couteau dans le dos et une dizaine à la poitrine. La scène témoigne de l'horreur qu'a vécu cette famille entre les mains de ce malfrat ou de ces malfrats. Celui qui a fait ça détestait littéralement la famille Jorogue. Immédiatement, les corps seront emballés et envoyés à la morgue de l'université de Kenyatta pour des autopsies. La thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné est immédiatement écartée car malgré le grand désordre qu'il y a dans la maison, rien n'a été volé. Les bijoux sont en place, les ordinateurs sont en place. En gros, tous les objets de valeur sont à leur place, sauf les téléphones portables des victimes. Ces personnes se seraient-ils donné autant de mal juste pour voler des téléphones? Non, cela ne tient pas. Les enquêteurs de l'unité des homicides de la direction des enquêtes criminelles pensent que les victimes ont été attirées par une personne qui les connaissait, car aucune porte n'a été forcée, aucune trace qui pourrait faire croire que quelqu'un a escaladé le haut mur sécurisé de la famille Jorogue pour se retrouver à l'intérieur de leur concession. Ils sont convaincus que le meurtre de James Kinonjui et celui des membres de la famille Jorogue sont liés. Ils ont été exécutés à peu près au même moment et par les mêmes personnes. Pour eux, il est clair qu'il y avait 2 tueurs dans la concession qui semblaient avoir eu suffisamment de temps pour exécuter les meurtres. Chose curieuse, comme je vous ai dit tantôt, personne n'a rien entendu ni même vu quelque chose. Mais les habitants de la localité se souviennent que mardi dans la journée, ils avaient repéré une berline blanche et une moto à l'extérieur du domicile du couple assassiné. Mais personne n'a enregistré ou ne se souvient des plaques d'immatriculation parce que rien ne semblait sorti de l'ordinaire. Et bien que personne ne semble savoir qui ils sont, ils ont tout de même laissé derrière eux des pistes cruciales. Des empreintes de chaussures tachées de sang à l'extérieur et des empreintes de chaussettes tachées également de sang à l'intérieur de la maison. Et avec l'information que les villageois ont donnée aux enquêteurs, ceux-ci pensent maintenant qu'au moins 5 personnes ont été impliquées dans les meurtres brutaux de la famille, y compris celui de James Kinonjui, leur ouvrier maçon. Avant même de continuer, il faut savoir que la famille de Nicolas Waruge est hantée depuis l'année 2017 par une série de meurtres horribles et des tentatives de meurtre. À croire que cette famille tremble avec elle une lourde malédiction. Et avec cette récente découverte, les enquêteurs tentent désormais de déterminer si le meurtre de Kenneth Mwangi Waruge en 2017, tué la tête fracassée avec un objet contendant avec sa nièce, et la tentative de meurtre d'Alan Jire Waruge en 2016, qui lui avait reçu 2 balles et laissé pour mort par des inconnus à Kiambu, sont liés. Le pathologiste en chef du gouvernement, Johnson Oduwo, chargé des autopsies, dira au Kenyatta Memorial Funeral Home, où une équipe de détectives des homicides et des proches des victimes ont passé la majeure partie de la journée, que l'exercice d'autopsie a duré près de 7 heures et il en est ressorti qu'Anne Wanjiku est la seule qui semble avoir tenté, avoir essayé de bloquer les coups de l'agresseur, qu'elle est également la seule qui a les bras cassés, que les autres victimes semblent avoir été prises au dépourvu et que Nicolas et Christian, le petit dernier, sont ceux qui ont subi le plus de blessures. Le docteur Johnson Oduwo a dit, ou du moins il a expliqué, que les chances sont très élevées qu'il y ait eu un seul agresseur. Il va ajouter, s'ils étaient plus d'un, cela veut dire que l'arme utilisée était identique. Mais je pense que c'était une seule personne d'après ce que j'ai vu, car toutes les blessures étaient identiques. Et pour finir, il dira, tous sont morts à cause de multiples blessures causées par un traumatisme contendant et pénétrant, et également par une perte énorme, par une perte importante de sang. Je suis presque sûr et convaincu qu'actuellement vous êtes en train de vous poser la question, et les autres membres de la famille. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Dites-moi, que me conseillez-vous? De commencer par la bonne ou bien par la mauvaise? Mais bon, puisque le bien prime toujours sur le mal, nous allons commencer par la bonne nouvelle. À la veille de ce fâcheux événement, à la veille de cette découverte macabre, les filles Jorogue étaient retournées à leur lycée respectif, où je dirais
étaient retournés à leurs pensionnats respectifs. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Du côté de Lawrence Simon Waronge, c'est le contraire. Depuis la découverte de ce crime odieux, il ne s'est présenté ni à l'université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta, où il faisait niveau 2 en informatique, ni chez aucun membre de sa famille. Et en plus de cela, son téléphone est depuis ce moment inactif. Personne n'a de ses nouvelles, ce qui fait qu'on craint désormais pour sa sécurité. Peut-être qu'il s'est fait kidnapper par les tueurs, qu'il est par la suite devenu un poids pour eux et qu'ils ont fini par le tuer. Des recherches seront immédiatement lancées pour retrouver Lawrence. Mais 3 jours de recherches vont s'écouler et toujours pas de ces nouvelles. La police n'a toujours pas aussi retrouvé l'arme du crime et elle n'a toujours pas aussi pu établir le mobile de ces meurtres. Par coup de chance ou par coup de grâce à votre convenance, comme cela vous sied, le vendredi 8 janvier 2021 vers minuit, le téléphone de Lawrence a finalement été allumé et les enquêteurs de l'unité des homicides vont capter ces signaux à Lower Kabete, une région chevauchant le comté de Kiambu et le comté de Nairobi. Ils vont s'entraîner les pas s'y rendre et sur place, grande sera la surprise des enquêteurs de constater que Lawrence depuis tout ce temps était bel et bien en vie et bien portant, qu'il avait volontairement fait silence radio après le massacre de sa famille et que depuis tout ce temps, Lawrence vivait sa plus belle vie en compagnie de sa merveilleuse petite amie Sarah Mutoni. Il sera immédiatement arrêté et conduit au commissariat de Kiambu dans le but premier de découvrir pourquoi il est resté silencieux, de découvrir pourquoi il a fait silence radio après que ses parents, son petit frère et son cousin aient été massacrés de sang-froid mardi soir. Sarah sera aussi arrêtée et conduite au même poste de police pour tenter de savoir pourquoi est-ce qu'elle héberge ce garçon. Pourtant, elle sait très bien ce qui se passe. Et après quelques heures d'interrogatoire, Lawrence va avouer un bon nombre de choses qui seraient cruciales pour l'avancement de l'enquête. D'après vous, qu'a pu dire Lawrence aux enquêteurs pour faire évoluer les enquêtes? Certainement qu'il a dû se cacher parce qu'il avait vu les assassins et qu'il avait peur pour sa vie. Eh ben non, Lawrence, après quelques heures d'interrogatoire, va finir par avouer les meurtres de ses parents, de son petit frère, de son cousin et même de leur ouvrier maçon. Il rajoutera: c'est depuis près de 3 mois que je nourris ce plan. Plan qui a échoué à 3 reprises avec l'avant-dernière qui était normalement prévue pour le 2 janvier 2021 car je voulais éliminer tous les membres de ma famille ce fameux jour. Je ne voulais surtout épargner personne. Et par chance pour mes sœurs, à mon arrivée, elles étaient déjà parties. Pour clôturer le tour, il dira: pour ces massacres, j'ai été inspiré par Villanelle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'actrice principale de la série télévisée britannique d'espionnage Killing Eve. Et il faut savoir que Villanelle est un personnage meurtrier qui, dans la saison 3, a éliminé de la même manière que Lawrence toute sa famille. Figurez-vous que pendant tout le temps où Lawrence planifiait ses meurtres, où Lawrence planifiait les meurtres des membres de sa famille, il s'est découvert une passion pour la lecture et il lisait des livres peu ordinaires comme Les 8 meurtres parfaits de Peter Swanson et La veille du meurtre de James Whitworth. Il s'entraînait également à ce moment à se camoufler afin de commettre les crimes sans se faire prendre. Il faut croire que Lawrence avait pris ses fantasmes pour la réalité. Il faut croire qu'il s'était tellement projeté dans ses livres et ses séries qu'il se disait: je vais éliminer toute ma famille et je ne me ferai jamais prendre. Lawrence, cela ne se réalise que seulement dans les films en fait. C'est dans les films que tout est permis. C'est dans les films qu'on peut réaliser ses rêves les plus fous. Mais dans la vraie vie, la vérité finit toujours par nous rattraper. Et pour sa défense, Lawrence dira aux enquêteurs: si je les ai tous massacrés, c'est parce qu'ils parlaient de moi en mal dans mon dos et parce qu'ils me traitaient différemment de mes autres frères et sœurs. En fait, je suis en train d'imaginer, je suis en train de penser à combien de personnes seraient aujourd'hui orphelins s'ils se mettaient aussi à tuer tous les membres de sa famille parce qu'ils parlent en mal dans leur dos ou bien qu'ils les traitent différemment de leurs frères et sœurs. Un cœur ne peut aimer de la même manière. Ne le sais-tu pas? Ne sais-tu pas qu'on parle des êtres humains? Bref, quand il dit que ses parents le traitaient différemment de ses autres frères et sœurs, il a un tout petit peu raison. Lawrence, depuis sa déviance,
Depuis que sa mère avait découvert qu'il se droguait, il n'avait plus droit d'accès à leur grand manoir. Il était aussi obligé de participer aux travaux de construction de leur nouvelle maison. Il vivait et mangeait désormais avec les autres ouvriers. Et une autre chose qui a le plus choqué les enquêteurs, c'est quand Sarah de son côté a dit que Lawrence, avant de passer à l'acte, lui avait dit qu'il fera quelque chose qui les fera vivre heureux pour toujours. Le samedi 2 janvier 2021, le jour où Lawrence avait prévu tuer toute sa famille, il a rejoint sa bien-aimée Sarah à Thika, une ville de la province centrale du Kenya, développée autour d'un marché pour faire quelques courses. Au marché, il va lui demander de lui acheter 2 couteaux de 9 pouces. Et Sarah, sans se poser de questions, sans même lui demander ce qu'il voulait en faire, va juste exécuter la commission. Il a lui-même acheté un pantalon, une veste, une chaussure de femme, une perruque et une poupée qu'il a par la suite arraché la tête. Pourquoi acheter une poupée si c'est pour lui arracher la tête après? Du marché, ils sont allés directement chez Sarah où il a essayé de la convaincre de boire et de fumer du mbang en vin. Le mbang désignait initialement la préparation comestible du cannabis, plus souvent sous forme liquide mais aussi solide. Il s'attendait à ce qu'elle en consomme, s'évanouisse pour qu'il puisse courir chez eux, pour qu'il puisse se précipiter chez eux, massacrer toute sa famille et revenir comme si de rien n'était parce qu'il avait prévu l'utiliser comme son alibi. C'est qu'une fois que son plan d'exécuter toute sa famille a échoué pour la 4e fois qu'il a décidé de passer tout le week-end chez sa petite amie Sarah. Et le mardi 5 janvier 2021, c'est-à-dire le jour fatidique, de Thika, Lawrence s'est rendu à Nairobi où il a visité le parc Uhuru et la cathédrale de la Sainte Famille. Craignant d'être fouillé à l'entrée de l'église, Lawrence s'est rendu dans l'un des supermarchés proches où il a déposé ses valises, où je voulais dire où il a déposé ses bagages qui étaient dans un sac rouge. Et juste après cela, il s'est tranquillement rendu à l'église. Vers 16h, il est sorti de là et est entré dans un véhicule de tourisme qui l'a conduit à Limuru. De Limuru, il a emprunté un autre véhicule qui l'a conduit dans son village à Kiamba. Arrivé chez lui, il a trouvé James et lui a demandé une barre de fer sans toutefois lui expliquer ce qu'il voulait en faire. Et à un moment donné, Lawrence est devenu très nerveux. Et lorsque James lui a demandé ce qu'il avait, il a juste répondu « Depuis un certain temps, je suis trop stressé » sans toutefois entrer dans les détails. Plus tard, il a supplié James et l'a frappé à l'arrière de la tête à plusieurs reprises avant de lui égorger la gorge avec le couteau qu'il avait acheté auparavant à Thika. Selon lui, s'il a décidé de poser cet acte irréversible, c'est tout simplement parce que James refusait de mourir malgré tous les coups qu'il lui avait assénés. Lawrence, après ce premier meurtre, va rester sur les lieux du crime jusqu'aux environs de 20h lorsqu'il va voir son père se faire déposer par un taxi. Peu de temps après que le père de Lawrence soit entré dans la concession et ait bloqué le portail principal, Lawrence a escaladé leur immense mur sécurisé. Il dit avoir été un peu choqué mais a quand même réussi à pénétrer dans la concession. Et à l'intérieur, il s'est directement dirigé vers la cuisine où sa mère était en train de préparer. Pour mener à bien sa mission, il a actionné l'interrupteur principal qui a coupé l'électricité. Et pour attirer sa mère hors de la cuisine, il a saupoudré de la paraffine sur un sac en papier vert et y a mis du feu juste devant la porte de la cuisine. Curieuse de savoir ce qui se passe, Anne s'est dirigée vers le feu et là, son fils l'a attaqué par derrière avec la barre de fer qu'il avait utilisée pour assommer James. Et elle est tombée inconsciente. Devrais-je vous rappeler que Anne est la mère biologique de Lawrence Warunge? Maxwell, son cousin, a entendu le tumulte, s'est précipité vers la porte inconscient du danger imminent. Et là, Lawrence l'a également attaqué. Et au moment où il était en train de s'acharner sur son petit cousin, sa mère a repris connaissance. Vous savez ce que Lawrence a fait lorsque sa mère a repris connaissance? Il a laissé son petit cousin Maxwell qui s'est précipité dans la chambre et il s'est saisi de son couteau et s'est mis à poignarder violemment sa mère avant de finir par lui trancher la gorge. Pendant tout ce temps, Nicolas était dans sa chambre en train de siroter ses bières qu'il avait ramenées de sa sortie. Il était inconscient, il ne savait pas que sa famille était en train d'être attaquée par son propre fils. Mais peu de temps après, il a senti une certaine agitation dans la maison. Quand il descend, il tombe nez à nez avec son fils
fils aîné, Lawrence, armé d'un couteau et couvert de sang. Nicolas va une fois de plus se précipiter dans sa chambre craignant pour sa vie. Mais Lawrence est décidé de n'épargner personne. Il va le suivre. Craignant donc pour sa vie, Nicolas va sauter du balcon de sa chambre et va se casser les 2 pieds. Ce qui va donner le temps à Lawrence de le rattraper devant la porte d'entrée et de le poignarder à plusieurs reprises avant de lui trancher aussi la gorge. Croyant que son père était déjà mort, il va retourner dans la maison afin de finir ce qu'il avait commencé. Mais seulement dans la maison, il va entendre son père en train de se débattre au dehors, en train de vouloir ouvrir la porte pour alerter les voisins. Il va une fois de plus rattraper son père et le poignarder encore plus, le laissant cette fois-ci avec ses intestins hors de son ventre. Les enquêtes ont révélé qu'à ce stade, il ne portait plus que des chaussettes, car il avait retiré ses chaussures qui étaient trempées de sang. Après avoir massacré son père, il est retourné dans la maison et s'est directement dirigé vers la chambre où Maxwell Jenga était allé se cacher. Et lorsqu'il l'a trouvé, il a pris le soin de bien faire son travail. Après avoir massacré son petit cousin, Lawrence a fouillé chambre après chambre à la recherche des survivants. Et lorsqu'il est arrivé dans la chambre des garçons, il a retrouvé là son petit frère caché sous son lit. Christian l'a supplié à plusieurs reprises d'épargner sa vie. Mais le but de Lawrence était de tuer toute la famille. Il a donc saisi son petit frère et s'est mis à le poignarder à plusieurs reprises et a fini par lui trancher la gorge. Vous n'allez du tout pas croire ce que Lawrence a fait après avoir fini de massacrer toute sa famille. Mais je vais tout de même vous dire, Lawrence, après avoir fini de massacrer tous les membres de sa famille, ou presque tous les membres de sa famille, il est allé se doucher, a mangé la nourriture que sa mère était en train de préparer et s'est ensuite installé sur le sofa et a regardé au calme la télévision. Et lorsqu'il a eu sommeil, il est allé tranquille se coucher sur le lit de ses parents, dans lequel il a dormi jusqu'aux environs de 4 heures du matin, avant de quitter les lieux en amenant avec lui tout ce qui lui avait servi pour ses meurtres, en plus des portables de ses parents et de ses petits frères. Il va faire de l'autostop jusqu'à ce qu'une camionnette de livraison le prenne et le dépose à Naivasha, plus tard au village de Tika à Mayi Mayu, où il a jeté tout ce qui lui avait servi pour ses meurtres et a par la suite brûlé les portables de ses parents. Pour finir, il s'est rendu à Lower Kabete chez sa petite amie où il s'est caché jusqu'à ce qu'il commette la bêtise, l'erreur fatale d'allumer son portable le vendredi 8 janvier 2021 vers minuit. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il faut aussi savoir que lorsque Lawrence a été arrêté, il n'a pas du tout paniqué ni montré de remords. Il a même demandé aux enquêteurs pourquoi est-ce que sa famille était en train de pleurer. Dites-moi, vous vous souvenez de ceci? Cependant, avant de partir, la police va tout de même aller frapper à la porte des Jorogué, puisque ceux-ci vivent à quelques mètres de la scène de crime. Mais lorsqu'ils arrivent et toquent, personne ne va répondre ni même venir les ouvrir. Sans doute pressés de rentrer se reposer eux aussi, ils vont conclure que la famille Jorogué dort déjà et qu'il n'y a pas lieu de les réveiller à cause d'une toute petite histoire de meurtre. Erreur monumentale. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire cela. Assez étrangement, à ce moment, Lawrence était tranquillement placé au balcon depuis la chambre de ses parents à l'étage et assistait à la scène alors que la police traitait la scène principale et finissait par retirer le corps de James. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que la police avait commis le plus grand... Qu'est-ce que je suis en train de dire en fait? La plus grande erreur de leur vie en fait. Parce que s'ils entraient à ce moment dans la concession des Jorogué, ils allaient arrêter le meurtrier qui était encore sur les lieux. Après ce terrible récit, Lawrence a conduit les enquêteurs au village de Tika à Mayi Mayu où ils ont découvert l'arme principale du crime et d'autres objets clés à l'intérieur d'une latrine à fosse ou communément appelée toilette publique. Puis il les a conduits à l'endroit où il avait brûlé une autre partie des preuves. Et le 14 janvier 2021, après leur arrestation, ils ont été traduits en justice devant le tribunal de Kiambu. Et là, la magistrate en chef Patricia Gishoyi a ordonné la détention provisoire de 14 jours de Lawrence au commissariat de Gigiri et de Sarah, sa copine, au commissariat de Mutaiga afin de faciliter l'évolution de l'enquête. Et elle a également demandé à ce qu'ils soient conduits à l'hôpital psychiatrique de Matari pour un examen mental afin de déterminer s'ils sont aptes ou non à subir leur procès.
Le procès de Lawrence et Sarah s'est ouvert le lundi 25 janvier 2021 après que l'hôpital psychiatrique de Matari ait révélé que les deux étaient sains d'esprit et aptes à subir leur procès. Mais le procès va prendre une autre tournure lorsque Lawrence, qui est le principal suspect dans l'affaire, ne s'est pas présenté à l'audience comme prévu. Pour sa défense, les enquêteurs diront devant la cour qu'il a une fois de plus été amené à l'hôpital psychiatrique de Matari pour une évolution mentale plus approfondie parce que son récent comportement laissait à désirer. Sa petite amie Sarah, quant à elle, a cependant été présentée au tribunal et après avoir été entendue et plaidé non coupable, il a été décidé de la transformer comme témoin à charge et plus comme coupable. Lawrence, après son premier procès manqué, a une fois de plus été interpellé, mais cette fois-ci de façon virtuelle devant la juge de la haute cour Mary Kasango le jeudi 15 avril 2021 après que l'hôpital psychiatrique ait révélé le mardi 13 avril 2021 qu'il était mentalement apte à subir son procès. Après avoir volontairement avoué le 9 janvier 2021 aux enquêteurs qu'il avait tué ses parents, son petit frère et son petit cousin tout simplement parce qu'il parlait mal dans son dos et le traitait différemment, après avoir avoué ce même jour qu'il était à l'origine de la mort de James Kinanjui, qui lui son tort était de lui avoir demandé pourquoi il était si stressé, et après avoir avoué ce fameux jour aux enquêteurs qu'il ne voulait épargner aucun membre de sa famille, Lawrence a plaidé le 15 avril 2021 non coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre qui pesaient sur lui. Et une fois de plus, le tribunal a ordonné son incarcération provisoire dans le comté de Nairobi jusqu'au 11 mai, date à laquelle la mise en état commencerait. Là, clairement, je vais lire la définition de la mise en état. La mise en état a pour but de permettre au tribunal de rendre son jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble des arguments, des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celles-ci se fondent. Et jusqu'aujourd'hui, aucun verdict n'a encore été prononcé pour le cas de Lawrence et il est jusqu'à nos jours en détention. Maintenant, dites-moi, après tout ce que vous avez entendu, pensez-vous que Lawrence est coupable ou non coupable? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à littéralement se retourner contre ses parents? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à planifier et à exécuter tous les membres de sa famille, y compris ses parents? Eh bien mes béchats, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire meurtre de Kiamba. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu ou non. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.